Faustin Archange Touadéra a désigné ce vendredi un nouveau gouvernement. Le président centrafricain accorde davantage de portefeuilles aux groupes armés signataires de l'accord de Khartoum. L'élection au suffrage indirect de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 26 provinces de la RDC a été reportée du 31 mars au 10 avril. L'annonce a été faite ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante. Malgré le mauvais temps, les Algériens sont restés fortement mobilisés ce vendredi dans les rues du pays. Et ce, un mois jour pour jour après le début de la contestation réclamant le départ du président Bouteflika. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Le président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a désigné ce vendredi un nouveau gouvernement qui accorde davantage de portefeuilles aux groupes armés signataires de l'accord de Khartoum. Il ne leur a toutefois pas confié de ministère régalien. 4 nouveaux représentants de groupes armés figurent ainsi dans le nouveau gouvernement, arrêté vendredi par décret présidentiel, dont Abdoulaye Miskir du Front démocratique du peuple centrafricain, implanté dans le nord-ouest du pays, qui devient ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Le FDPC était le premier groupe armé à s'être retiré du gouvernement annoncé début mars à l'issue de l'accord de paix. Il avait ensuite bloqué plusieurs jours la route stratégique qui relie Bangui au Cameroun. 2 des autres ministres appartiennent au mouvement patriotique pour la Centrafrique et à l'unité pour la paix en Centrafrique, 2 groupes issus de l'ex-coalition à majorité musulmane de la Séléka qui a pris Bangui en 2013 et qui disposait déjà d'une représentation dans le précédent gouvernement. Le 4e ministre est issu des rangs du mouvement de libérateurs centrafricains pour la justice, un petit groupe implanté dans le nord. La grande majorité de l'équipe gouvernementale annoncée début mars, constituée de fidèles du président Touadéra, reste toutefois en place, notamment les ministres placés à la tête des portefeuilles régaliens. Plus de la moitié des groupes armés qui s'étaient sentis exclus de la première version du gouvernement l'avaient désavoué, tout en ouvrant la porte à des négociations en affirmant ne pas se désolidariser de l'accord censé ramener la stabilité dans ce pays en guerre depuis 2013. L'Union africaine avait alors convoqué à son siège à Addis Abeba une réunion au terme de laquelle les signataires de l'accord de paix se sont entendus sur un nouveau gouvernement inclusif, avait annoncé mercredi l'Union africaine. En République démocratique du Congo, les États-Unis imposent des sanctions financières à Corneille Nangaa et 2 hauts responsables de la commission électorale. Ces nouvelles sanctions font suite à celles diplomatiques dont ces personnalités avaient récemment écopé. Il leur est reproché d'être corrompus et d'entraver le processus électoral. Après les sanctions diplomatiques, les sanctions financières. Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC, ne pourra plus disposer librement de ses avoirs. Il en est de même pour le vice-président de la CENI, Norbert Bassangezi, et pour son fils, Marcelin Bassangezi, conseiller de Corneille Nangaa. Tous les 3 sont accusés de corruption et d'entrave au processus électoral par Washington, qui a décidé de geler leurs avoirs. Cette sanction s'ajoute à l'interdiction de séjour aux États-Unis décrétée il y a 1 mois contre ces 3 personnalités. Selon Washington, les responsables de la CENI ont gonflé de 100 millions de dollars les coûts du contrat de la machine à voter. Ils auraient aussi détourné des fonds destinés à financer les opérations électorales. Une partie de l'argent aurait servi pour l'enrichissement personnel des concernés, une autre partie pour des pots de vin, notamment versés à des juges de la Cour constitutionnelle pour qu'ils valident le report des élections. Le reste de l'argent aurait financé la campagne électorale d'Emmanuel Ramazani, le candidat présenté par l'ex-président Joseph Kabila. Corneille Nangaa et ses collaborateurs sont accusés également d'avoir pris des mesures pour ralentir l'inscription des électeurs, facilitant ainsi le retard des élections. Toute chose qui, selon le Trésor américain, n'a pas réussi à garantir la volonté du peuple congolais lors de l'élection du 30 décembre dernier.
Et je l'annonçais en titre, l'élection au suffrage indirect des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo a été reportée du 31 mars au 10 avril. L'annonce a été faite ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait sollicité un report sine-die de ce scrutin après l'élection des sénateurs vendredi dernier, entaché par des accusations de corruption. Le nouveau président congolais avait aussi demandé un report de la prise de fonction des sénateurs élus, accusés d'avoir acheté les voix de leurs grands électeurs, les députés provinciaux dans les 26 provinces. Le président de la République a aussi demandé au parquet de mener des enquêtes pour débusquer les élus trempés dans la corruption, les sénateurs et députés provinciaux, les corrupteurs et les corrompus. Dans les attendus de sa décision, la CENI ne mentionne pas la réunion interinstitutionnelle à l'issue de laquelle le président Tshisekedi avait fait ses annonces par la voix d'un ministre lundi. Elle mentionne juste la nécessité de réaménager le calendrier de l'élection des gouverneurs après consultation de toutes les parties prenantes. Les nouveaux gouverneurs seront investis entre le 26 avril et le 2 mai, après proclamation des résultats le 11 avril et le traitement des contentieux. Le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, mais son prédécesseur, Joseph Kabila, conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales. Les proches de Kabila devraient donc emporter la majorité des 26 sièges de gouverneurs. Liés par un accord politique avec Kabila, Tshisekedi n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Selon la presse congolaise, son prédécesseur lui aurait cependant transmis un nom. Les Algériens restent mobilisés avec de nouvelles manifestations ce vendredi, un mois jour pour jour après le début de la contestation. Ils réclament toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans et dans le camp. Monsieur Fissure. En l'absence de chiffres officiels, le nombre des manifestants vendredi est difficile à établir. Des sources sécuritaires ont fait état de centaines de milliers de personnes dans les rues du centre d'Alger, précisant que des manifestations ont été recensées dans 42 des 48 préfectures de ce pays pétrolier de 40 millions d'habitants. Mais le président de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui, depuis 2013, l'empêche de s'adresser de vive voix aux Algériens et rend rares ses apparitions publiques, refuse de céder le pouvoir. Nous, on voudrait qu'ils partent et qu'ils laissent les personnes qui veulent constituer un gouvernement de transition le faire. Après ça, nous voterons pour la Constitution et ensuite, nous élirons notre président grâce à nos voix, pas comme avant par la fraude. Je tiens à dire qu'on va continuer. C'est la continuité de ces marches jusqu'à ce que tout le monde entende la voix du peuple. Pas seulement les gens qui gèrent ce pays, même les puissances étrangères qui essayent de soutenir ce pouvoir qui n'a aucune légitimité. J'espère. La mobilisation à Alger était au moins similaire à celle des 2 vendredis précédents, jugée exceptionnelle par les médias et analystes. À Oran, deuxième ville du pays, il y a eu beaucoup de monde dans les rues, a indiqué un journaliste algérien sur place. Mobilisation impressionnante aussi à Annaba, Batna, Tizi Ouzou ou encore Bégaïa. Dans l'après-midi à Alger, la police a fait plusieurs fois usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogène pour repousser des manifestants tentant de briser un cordon pour accéder à un axe menant à la présidence de la République. Aucun autre incident n'a été signalé à Alger ou en province où les manifestations ont également pris fin. Aux Comores, la population est convoquée aux urnes ce dimanche pour élire son président. Le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, sollicite son maintien à la tête du pays dans un climat assez tendu. Pendant ce temps, l'opposition, qui l'accuse de dérive autoritaire, redoute un hold-up électoral. Reportage. Le président sortant, Azali Assoumani, fait figure de grandissime favori pour la présidentielle de dimanche aux Comores, au terme d'une campagne qu'il a largement dominée. Ses portraits géants ont fleuri sur les murs de la capitale Moroni et le long des routes qui traversent le paysage des 3 îles du pays. Sûr de lui, le chef de l'État sortant ne doute pas un instant de remporter le scrutin. Mais le processus qui a été mis en place est un processus national avec la garantie internationale. Et fort heureusement, dans cette étape d'élection, nous avons les observateurs internationaux qui sont là et ça nous rassure. J'espère que ça va passer
d'une façon apaisée et que ce soit crédible. Parce que le monsieur qui sera élu le 24 mars, il a un deal à réaliser dans ce pays et il a besoin de ce crédit international pour pouvoir aller dans ce deal qui est l'émergence dont on a toujours parlé. En cas de victoire, le président Azali Assoumani pourrait garder les rênes du pays jusqu'en 2029. L'opposition espère bien l'en empêcher, mais prise de coup par l'accélération du calendrier politique, elle s'est lancée dans la bataille en ordre dispersé. En campagne à Anjouan, le colonel Swali Mohamed a mis en garde contre les risques d'un passage en force électorale du président. Je crois qu'il n'a pas intérêt à tenter quoi que ce soit d'illégal. Je crois que le peuple va s'exprimer par une révolution dans les urnes. Et si jamais il tente de faire autrement, ça ne sera plus une révolution dans les urnes, ça risque d'être une révolution populaire. Pour le candidat du parti Joua, l'avocat Mahamoudou Hamada, le chef de l'État ne peut pas gagner si le scrutin est transparent. Donc, je crois que le président Azali, malheureusement, s'est permis à ce que tout le monde soit contre lui au jour d'aujourd'hui par ces prises de décision qui ont fait que le pays est arrivé là où nous en sommes. Plus que la crainte de fraude, les partisans de l'opposition reprochent au pouvoir sortant la pauvreté persistante de la population et le train de vie exorbitant des dirigeants. Une note de sport dans cette édition, malgré leur engagement dans une procédure devant le tribunal arbitral du sport pour réclamer la disqualification du Cameroun dans les éliminatoires de la CAN 2019, l'équipe nationale des Comores affronte ce samedi à Yaoundé les Lions indomptables du Cameroun. Un match comptant pour la dernière journée des qualificatifs pour la CAN Égypte 2019. En cas de victoire sur les Lions, les Comoriens seront automatiquement qualifiés pour la grande fête du football en Égypte et il suffira d'un match nul au poulain de Clarence-Seedorf pour se qualifier. Reportage Narcisse Oum. N'étant plus qualifié d'office suite au retrait de l'organisation de la CAN 2019 qui aura finalement lieu en Égypte, les Lions indomptables affronteront les Comoriens le 23 mars à Yaoundé pour un match décisif. Les Comoriens sont dans l'obligation de s'imposer pour espérer participer à la grande fête du football africain, alors qu'un nul suffira aux joueurs de Clarence-Seedorf de prendre les tickets. En cas de défaite des Lions sur leur propre stade, la pelouse serait très mal envalée par les Camerounais qui ne digèrent pas jusqu'à présent le retrait de la CAN 2019. Nous tous sommes derrière les Lions. Donc on ne les imagine même pas perdre ce match, surtout que nous sommes à domicile. S'il arrivait à ce que l'on perde ce match, vraiment, moi personnellement, je serais vraiment déçu. Il s'agit de l'une des plus belles polémiques des éliminatoires de la CAN 2019. Le Cameroun, pays organisateur, s'est vu retirer l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 23 joueurs convoqués, seuls Stéphane Baokene et Jean-Armel Kanabiyik ont déclaré forfait pour le rassemblement du Cameroun. Wilfried Kamdoum et Olivier Boumal ont été appelés en renfort. Tous sont prêts. Ils savent le défi qui nous attend. Donc, il faudrait charger les batteries afin d'être prêt le jour J. Le fait de jouer à la maison est une pression, mais on doit la prendre dans le bon sens. Se servir de notre public qui bien sûr viendra nombreux nous soutenir, nous pousser vers l'avant afin de pouvoir avoir les 3 points de la rencontre. Les Comoriens qui seraient qualifiés en cas de victoire lors de cette dernière journée au Cameroun ont par ailleurs saisi le taxe au cas où le terrain ne leur permet pas de valider leur billet pour le tournoi continental. À noter, le Maroc reste leader dans ce groupe avec 10 points, suivi du Cameroun, 8 points, le Comore, 5 points et enfin le Malawi, 4 points. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de journée en compagnie de nos programmes.